Télé 50, simplement congolais. Le gouvernement congolais lance l'enseignement à distance dès la rentrée scolaire 2026-2027 dans 18 zones de santé à haut risque d'Ebola. L'annonce a été faite mardi par la ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou. Objectif, poursuivre le cours et limiter la propagation du virus dans les écoles. Alors que des rumeurs circulent sur une présence du virus dans la capitale, le ministre de la Santé Roger Kamba a démenti formellement « Il n'y a pas Ebola à Kinshasa, je suis les mieux informés en RDC sur la situation », a-t-il affirmé tout en appelant à la vigilance. Le gouvernement libérien a confirmé mardi qu'il accueillera jusqu'à 1200 personnes expulsées des États-Unis. Il s'agit d'une première application du programme inédit de Donald Trump d'éloignement de ressortissants étrangers en situation irrégulière vers des pays tiers. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais dans les titres, le gouvernement congolais prévoit de mettre en place l'enseignement à distance dans 18 zones de santé considérées à haut risque d'Ebola dès la rentrée scolaire 2026-2027. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, l'a annoncé hier mardi lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre de la Santé, Roger Kamba, et celui de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Cette mesure vise à assurer la continuité des apprentissages tout en limitant les risques de propagation de la maladie dans les établissements scolaires. Point de vue de l'éducation nationale, le ministre de la Santé a bien rappelé les zones qui sont touchées d'un point de vue des zones de santé et aires de santé. Et donc pour nous, au niveau de l'éducation nationale, dans les provinces administratives qui sont touchées, nous avons 138 sous-divisions éducationnelles. De ces 138, il y en a 40 qui sont touchées et de ces 40, il y en a 18 qui sont à haut risque, soit 13%. Alors, c'est cette situation qui nous permet d'adopter ensemble, avec le ministre de la Santé, une rentrée différenciée. Donc la rentrée a bien lieu le 1er septembre, mais de manière différenciée. Pourquoi ? Parce que l'on peut avoir ces zones vertes, qui sont ces zones qui ne sont pas touchées par la maladie, les zones oranges qui sont les zones touchées, puis on a les zones rouges qui, elles, sont des zones à haut risque. Alors, le ministère a un dispositif pour pouvoir agir dans ce cas. C'est l'enseignement à distance que vous savez qu'il a été, depuis février 2025, qui a été officialisé. Il y a eu un arrêté qui a rendu légal l'enseignement à distance. Et donc, les enfants qui poursuivent l'enseignement à distance c'est tout à fait complémentaire à l'enseignement classique en présentiel et ils peuvent passer les épreuves certificatives, même l'examen d'État, selon des dispositifs qui sont précisés dans les mesures d'accompagnement. Alors ici, à l'entame, je voudrais être très clair quand je parle d'enseignement à distance. Il ne faut surtout pas entendre enseignement en ligne ou Internet. Justement, dans ce cas précis, pour l'épidémie d'Ebola dans les 18 zones à haut risque, c'est un enseignement à distance léger, sans Internet. On va en fait adopter un système qui sont des cahiers, des cahiers, même des feuilles qui seront produites, basées sur le programme, limitées à des savoirs essentiels et qui seront distribués aux enfants pour leur permettre de continuer le travail à la maison. Et ce dispositif de feuilles qui leur sera distribué va être accompagné, complémentaire, avec des émissions radio qui seront complémentaires aux feuilles pour que les apprentissages continuent. Et puisque c'est d'elle qu'on parle, Raissa Malou a officiellement lancé mardi les travaux de la revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire. L'événement s'est tenu à l'espace village à Yongo, dans la commune de Lincélé, en présence des inspecteurs généraux, adjoints provinciaux et des inspecteurs principaux provinciaux venus des 60 provinces éducationnelles du pays.
Organisée par l'Inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, cette rencontre se déroule du 18 au 24 août 2026 sous les thèmes « La numérisation de l'inspection scolaire vers un contrôle, un suivi et un accompagnement pédagogique plus efficace ». Dans son allocution, la ministre Raissa Malou a salué les travaux abattus dont les inspecteurs ont fait preuve face au traitement et la publication des résultats de l'examen d'État. L'inspection scolaire a su maintenir son engagement pour assurer la supervision, l'encadrement pédagogique et l'évaluation des épreuves. Elle a ensuite appelé les inspecteurs à une rupture pour cette nouvelle année 2026-2027 en visant la qualité et l'intégrité lors des évaluations. Je salue ce travail, mais nous devons faire mieux en 2026-2027. La chaîne ne peut fonctionner que si chacun assume ses responsabilités. École, sous-proved, proved, IPP, inspection générale et secrétariat général doivent agir comme les maillons d'un même dispositif. En outre, Raissa Malou a donné des orientations précises et claires aux participants afin de dresser un diagnostic clair de la numérisation de l'inspection scolaire. J'attends ainsi de ces assises 4 résultats concrets. Un diagnostic clair de l'état de la numérisation de l'inspection au niveau central et provincial. Des outils de travail harmonisés et progressivement numérisés. Un programme de renforcement de capacité des inspecteurs. Enfin, une feuille de route opérationnelle 2026-2027. La revue de l'inspection scolaire est une mission qui s'inscrit dans la durée et vise à couvrir l'ensemble du territoire. Elle permet d'analyser l'organisation, les stratégies pédagogiques et l'écosystème territorial des inspections tout en formulant des préconisations pour l'amélioration continue. À la fin de ces assises, les inspecteurs devront ensuite transmettre leur rapport aux autorités compétentes. Face aux rumeurs faisant état de cas suspects d'Ebola dans la capitale congolaise, le ministre de la Santé publique Roger Kamba a tenu à rassurer. À ce jour, il n'existe aucun cas confirmé d'Ebola à Kinshasa. Je suis en contact permanent avec les équipes de surveillance sur le terrain et je suis les mieux informés de la situation en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré tout en exhortant la population à maintenir les gestes barrières. On l'écoute. Si moi je vous dis qu'il n'y a pas Ebola, je me base sur quoi? Vous imaginez bien que je suis le mieux informé en RDC sur la situation d'Ebola. Je me base sur les résultats que j'ai. Moi je ne me base pas sur les rumeurs. Et je ne donne pas c'est pour ça que je ne commente pas les rumeurs. Moi je donne l'information à la population, je suis là pour donner l'information à la population, pas pour commenter les rumeurs. Il n'y a pas Ebola à Kinshasa. Je voudrais que la population comprenne que la maladie est là, la maladie est sérieuse, nous devons tous être très prudents. Nous devons effectivement alerter le système de santé quand nous avons des informations allant dans ce sens, mais nous ne devons pas nous-mêmes affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Ça fait 3 mois qu'on répète chaque fois qu'il y a un cas à Kinshasa, qu'on a vu un cas à tel endroit. Et chaque fois, je vous dis, la personne la mieux indiquée, c'est le ministre de la Santé, c'est le ministère de la Santé pour vous donner l'information. Et je vous redis encore maintenant, nous sommes aujourd'hui le 18 aujourd'hui, qu'il n'y a pas Ebola à Kinshasa. Malgré cette déclaration, l'épidémie continue de faire des ravages dans l'est du pays. Le bilan dépasse désormais les 2000 décès, faisant de cette nouvelle flambée une urgence sanitaire majeure. Face à la propagation du virus, les autorités et les partenaires sont appelés à renforcer la surveillance, la prise en charge des malades et la sensibilisation des communautés. Une situation qui relance les débats sur la capacité du système sanitaire congolais à faire face aux épidémies. Jean-David Kilolo se penche sur cette question. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle crise sanitaire d'une ampleur particulièrement préoccupante selon les dernières données disponibles où il y a plus de 2000 décès pour 4449 cas confirmés. Cette progression fulgurante fait de cette flambée l'une des plus préoccupantes jamais enregistrées dans le pays. Au-delà des chiffres, ce sont des milliers de familles endeuillées et des communautés entières plongées dans l'angoisse. La situation interpelle sur la capacité du pays et des partenaires à anticiper, détecter et contenir rapidement
les épidémies. D'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une propagation particulièrement rapide de cette nouvelle flambée. Ebola n'est pas seulement un problème médical. En République démocratique du Congo, la lutte contre cette maladie se déroule dans un contexte marqué par l'insécurité, la mobilité des populations, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et les difficultés d'accès à certaines zones. À cela s'ajoute la méfiance d'une partie de la population, la désinformation et les difficultés rencontrées par les agents de santé. Ces facteurs peuvent transformer une crise sanitaire en véritable catastrophe humanitaire. L'expérience des précédentes épidémies aurait pourtant dû permettre de tirer des leçons. La grande épidémie de 2018-2020 avait officiellement fait plus de 2000 morts et avait déjà démontré combien l'insécurité et la défiance communautaire pouvant compliquer la riposte. Le nombre de décès enregistrés aujourd'hui doit pousser les autorités à s'interroger: avons-nous suffisamment investi dans la surveillance épidémiologique, les laboratoires, les infrastructures sanitaires et la formation du personnel? Une épidémie ne se combat pas uniquement lorsqu'elle devient visible. La véritable bataille commence par l'explosion des cas, surveillance des maladies, détection précoce, capacité des laboratoires, disponibilité des médicaments et équipements, protection du personnel médical et sensibilisation des communautés. La lutte contre Ebola ne peut réussir sans la participation des communautés. Il faut donc privilégier une communication transparente, accessible et permanente. Les populations doivent comprendre comment les virus se transmettent, comment reconnaître les signes suspects et surtout pourquoi il est nécessaire de signaler rapidement les cas et de collaborer avec les équipes sanitaires. Plus de 2000 morts constituent un signal d'alarme qui ne peut être ignoré. La République démocratique du Congo a déjà payé un lourd tribut aux épidémies d'Ebola. Elle doit aujourd'hui transformer cette nouvelle crise en occasion de renforcer durablement son système sanitaire. La question n'est donc plus seulement de savoir combien de morts cette épidémie fera, mais plutôt combien des vies peuvent encore être sauvées si la riposte est renforcée immédiatement. Face à Ebola, chaque retard coûte des vies. Chaque cas détecté à temps est une chance de sauver une famille, une communauté et potentiellement toute une région. D'une actualité à l'autre, crise en République démocratique du Congo, le leader de l'ESID exhorte le pouvoir en place à ouvrir les portes du dialogue national inclusif. Pour Martin Fayulu, seule une discussion franche impliquant toutes les sensibilités nationales et les acteurs régionaux permettra de ramener la paix et la cohésion nationale. On l'écoute dans cet extrait choisi par nos stagiaires. M23, c'est le Rwanda, vous le savez. Mais dans le M23, il y a des Congolais. Mais comment vous allez régler le problème si vous ne discutez pas avec eux? Vous devez même discuter avec le Rwanda. C'est comme ça que les cardinals Ambongo et les révérends Bokundoa, quand ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils ont fait le tour Angola et tout ça, ils sont partis voir le président du Rwanda. Tout le monde doit être vu et on a discuté avec tout le monde pour leur dire que, monsieur, madame, vous faites ça, nous le savons. Vous devez arrêter. C'est comme dirait les Kino, ils ont dit Cameroun, ça mouningate. Donc, il faut que dire aux gens, je sais ce que vous faites, mais comment vous devez arrêter? Donc, moi, je dis, je continue. Je continue à dire des choses que j'ai dit. Madame, si vous trouvez une incohérence dans ce que j'ai dit depuis les élections de 2018, amenez-le moi, amenez ces incohérences, je vais vous dire, je suis d'une logique implacable. En dehors de nos frontières et pour terminer, le Libéria a annoncé hier mardi qu'il recevra jusqu'à 1200 migrants expulsés des États-Unis. Il devient ainsi le premier pays à appliquer les nouveaux programmes du président Donald Trump visant à délocaliser les expulsions des sans-papiers vers des États tiers. Une décision qui marque un tournant dans la politique migratoire américaine et qui soulève déjà des questions sur l'accompagnement de ces personnes
une fois sur le sol libérien. Voilà qui nous conduit au rappel des principaux titres de ces journaux. Le gouvernement congolais lance l'enseignement à distance dès la rentrée scolaire 2026-2027 dans 18 zones de santé à haut risque d'Ebola. L'annonce a été faite mardi par la ministre de l'Éducation, Raissa Malou. Objectif, poursuivre le cours et limiter la propagation du virus dans les écoles. Alors que de rumeurs circulent sur une présence du virus dans la capitale, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a démenti formellement « Il n'y a pas Ebola à Kinshasa. Je suis les mieux informés en RDC sur la situation », a-t-il affirmé tout en appelant à la vigilance. En dehors de nos frontières, le gouvernement libérien a confirmé mardi qu'il accueillera jusqu'à 1200 personnes expulsées des États-Unis. Il s'agit d'une première application du programme inédit de Donald Trump dès l'éloignement de ressortissants étrangers en situation irrégulière vers des pays tiers. Place à la deuxième et dernière partie de ces journaux. Cette chronique est signée Nathan Diamouete qui est déjà là. Bonjour, ravi de te retrouver Nathan et bienvenue. Bonjour héritier, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. RDC Tanzanie, la collaboration bilatérale renforcée. Tout à fait, héritier Ntomboa. Après le Gabon, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est rendu en Tanzanie. On ouvre le bal avec le journal La Tempête des Tropiques qui écrit coopération régionale RDC et Tanzanie, un partenariat stratégique scellé. Ces quotidiens fait savoir que ce partenariat couvre donc un large éventail des secteurs stratégiques, notamment le commerce, l'investissement, l'agriculture, la pêche, l'élevage, les mines, l'énergie, le transport, les infrastructures, la santé, ainsi que la connectivité numérique. Le journal Chronique Écho, pour sa part, héritier, révèle dans son tabloïd que les secteurs miniers sera donc l'un des principaux tests de cette nouvelle coopération, mais prévient tout de même que le véritable enjeu sera d'éviter de reproduire un modèle dans lequel les minéraux quittent les continents sans transformation significative. La priorité est, selon ce média, devra être la création de chaînes des valeurs régionales, transformation, logistique, maintenance, financement, services numériques et formation. Géopolis, de son côté, explique ici, dans les secteurs miniers, les deux pays veulent donc renforcer la recherche, l'exploitation et surtout la transformation de ressources naturelles en Afrique. L'objectif, selon ce média, est de créer plus d'emplois et de donner davantage d'opportunités aux jeunes. Le journal Les Potentiels, quant à lui, dans ses colonnes intérieures, estime qu'à travers ses engagements, la République démocratique du Congo et la Tanzanie affichent ainsi leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat en misant donc sur des secteurs susceptibles de stimuler la croissance et de renforcer les liens économiques entre les deux pays africains. Deuxième sujet, opposition en République démocratique du Congo, Nathan. Encore une figure majeure de l'ESID quitte Martin Fayulu. Exactement, héritier Ntomboa, c'est en tout cas une figure qui a fait la une des réseaux sociaux hier. Il s'agit bien évidemment d'Alex Ndende, connu sous le nom de Lexus Légal. On retrouve cette information à la une de Mbote.cd qui écrit tel que vous êtes en train de les lire. Lexus Légal rompt publiquement les silences qui l'entouraient depuis plusieurs mois en clarifiant sa position vis-à-vis de Martin Fayulu. L'avocat et artiste engagé Alex Ndende, connu pour avoir longtemps été proche du leader des Lamoka, annonce son éloignement stratégique du politicien, non pas par indifférence ou retrait définitif, mais par incompatibilité éthique. Sur son compte X, il écrit, je cite, « Ni un retrait, ni une indifférence. J'ai choisi depuis un temps la distance et les silences par éthique de conviction parce que je ne peux pas m'engager pleinement lorsque mes convictions ne sont pas en phase avec certaines orientations ni cautionner silencieusement ce que je constate, mais aussi par éthique des responsabilités. Je reste partisan d'un large rassemblement de l'opposition et je refuse d'alimenter publiquement des batailles internes
qui pourrait davantage fragiliser un bloc déjà sous pression. Les silences avaient sa raison. La parole a désormais la sienne. Culture, raison, rationalité, avançons. Fin des citations. Héritier Ntomboa, ce matin, Média Congo se questionne sur sa une. Lexus Légal prend ses distances avec Faïlou. Malaise dans les rangs de l'ECD. Et pour ce média, Alex Ndende se veut néanmoins prudent. Il assure que cette prise de distance s'est traduite ni un retrait de la vie politique, ni une indifférence à l'égard du combat de l'opposition. Son message laisse donc ainsi transparaître un équilibre délicat, rester fidèle à l'idée d'un rassemblement de l'opposition tout en refusant de cautionner certaines orientations avec lesquelles il ne se reconnaît plus. Selon le journal Les Potentiels, en choisissant d'abord le silence, Lexus Légal affirme avoir voulu éviter d'exposer publiquement ses désaccords, mais sa nouvelle prise des paroles suggère que cette réserve n'était pas un synonyme d'adhésion aux orientations qu'il conteste. Dernier sujet pour terminer. Je savais d'ailleurs qu'on allait en finir là. Je m'y attendais en tout cas. Kasaï Central, une véritable réussite du festival international Sankai à Kananga. Exactement. Héritier Thomas, vous l'avez bien dit. Alors, du 13 au 16 août dernier, le Kasaï Central a accueilli dans la ville de Kananga la 2e édition du festival international Sankai. On retrouve cette information à la une de Média Congo au quotidien.com qui écrit Kananga, le festival Sankai veut réveiller l'économie du Kasaï Central avec donc, Héritier Ntomboa, l'ambition affichée qui est de transformer l'image économique de la province, rapporte ce portail, placé d'ailleurs sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi. L'événement s'est déroulé autour du thème Kasaï Central en éveil, entrepreneuriat, investissement et innovation au service d'un développement durable inclusif. Au-delà de sa dimension culturelle, renchérit cette presse en ligne, Héritier Ntomboa, le festival se voulait d'ailleurs une plateforme de dialogue entre pouvoir public, entrepreneurs, investisseurs, institutions, partenaires et jeunesse. L'objectif est de mettre donc en avant les opportunités de développement du Kasaï Central, une province souvent perçue à travers les prismes de ses défis plutôt que de ses potentialités. La RTNC.cd en a également abordé, Héritier Ntomboa, tout en mentionnant Jonathan Moulumba, coordonnateur national de ce festival, qui précise que, je cite, Sankai s'inscrit dans une vision présidentielle, celle d'une république qui donne davantage de place à sa jeunesse, qui encourage l'initiative privée et qui valorise les talents locaux et qui veut faire du développement de nos provinces une priorité nationale. Fin de citation. Un festival soutenu d'ailleurs par de nombreux animateurs d'institutions, en l'occurrence Augustin Kibasa Maliba, qu'on retrouve à la une d'Actu 30, qui note que parrain de la 2e édition du festival international Sankai, le ministre de l'économie numérique n'a pas pu se rendre à Kananga pour des raisons d'État. Il a donc néanmoins marqué sa présence à travers un message vidéo adressé aux participants, tout en soulignant la convergence entre la thématique du festival et la vision du gouvernement portée par le président Félix Tshisekedi, notamment en matière de transformation numérique. Merci beaucoup Nathan pour toutes ces informations recoupées. À la prochaine pour le même exercice. C'est moi qui vous remercie, Héritier. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.